Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Après avoir étudié le traitement des produits et des charges au niveau des vidéos précédentes, on va procéder au calcul du résultat fiscal net. Bien sûr, ce résultat sera la base du calcul de l'IS. Donc, par l'analyse des produits et des charges, on détermine les déductions et les réintégrations. Ce travail se fait dans un tableau qu'on appelle tableau de réintégration et déduction. Et celui-ci, il est désigné par le plan comptable général marocain par le tableau P12 de l'état des informations complémentaires, appelé passage du résultat net comptable au résultat net fiscal. Je fais un petit rappel sur la détermination des déductions et des réintégrations. On va les déterminer sur les éléments du CPC. Pour cela, je vous conseille de poser 3 questions afin de bien préciser pour chaque opération donnée ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est rien à signaler? Au niveau des produits, ça veut dire que c'est un produit imposable. Pour les charges, c'est une charge déductible, ou bien à réintégrer, ou bien à déduire. Donc, pour chaque élément donné au niveau des exercices, on pose ces 3 questions. La première question, est-ce que c'est un produit ou bien c'est une charge? Déjà, pour la plupart des exercices, il vous détermine ces éléments. Ça veut dire qu'au niveau des opérations, il vous dit que parmi les produits, parmi les charges. On trouve aussi dans les comptes des produits, dans les comptes des charges. Ça veut dire qu'au niveau de l'exercice, c'est déjà distingué entre un produit et une charge. Sinon, on doit le comprendre de l'opération. Bien sûr, lorsqu'on trouve vente de marchandises, donc c'est un produit. Achat de marchandises, c'est une charge. Aussi, lorsqu'on trouve marchandises livrées, on sait bien que la livraison se fait ici par l'entreprise au niveau de la vente. Ça veut dire que c'est un produit. Marchandises reçues, donc l'entreprise, lorsqu'elle va recevoir des marchandises, c'est lors d'un achat, ça veut dire que c'est une charge. Donc, si c'est un produit, la deuxième question qui sera posée par la suite, c'est est-ce qu'il est imposable ou bien non imposable? Selon les règles qu'on a déjà vues au niveau des traitements des produits. On a vu que les produits qui sont imposables et les produits qui ne sont pas imposables. Maintenant, si le produit est imposable, la troisième question qu'on doit poser, est-ce qu'il est comptabilisé ou non comptabilisé? Parce que là, ces 3 questions vont déterminer qu'est-ce que tu vas faire au niveau de l'opération. Bien sûr, on sait bien que l'opération, soit va être rien à signaler, soit elle va être à réintégrer, soit elle va être à déduire. Donc, comment savoir est-ce qu'elle est comptabilisée ou bien non comptabilisée? Lorsque vous trouvez dans les comptes des produits, parmi les produits, c'est déjà considéré qu'il est comptabilisé. S'il est non comptabilisé, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que aucune écriture n'est enregistrée, aucun enregistrement n'est fait, le comptable n'a passé aucune écriture, ou bien on peut trouver au niveau de l'opération clairement non comptabilisé. Maintenant, si le produit il est imposable, est-ce qu'il est comptabilisé? Donc, on va faire rien à signaler. Donc, déjà, il est inclus dans le résultat et il est imposable, donc rien à signaler. Maintenant, si le produit est imposable et non comptabilisé, on va le réintégrer. Et c'est le cas des retenues à la source au niveau des intérêts lorsqu'ils sont enregistrés en net. Donc, l'intérêt doit être enregistré en brut. Ça veut dire qu'un montant qui est imposable mais qu'il n'est pas comptabilisé, donc on a fait la réintégration de la retenue à la source. Maintenant, si le produit est non imposable, s'il est comptabilisé, donc on va faire à déduire. Puisqu'il est non imposable, il est déjà inclus au niveau de résultat comptable, il n'est pas imposable, donc on va le déduire. S'il est non imposable et non comptabilisé, on va rien faire, ça veut dire que rien à signaler. Donc, tant qu'il n'est pas inclus dans le résultat comptable et il n'est pas imposable, donc on va faire rien à signaler. Si c'est une charge, donc la question suivante, est-ce que c'est une charge déductible ou bien une charge non déductible? Toujours selon les règles qu'on a déjà vues au niveau de traitement de la charge. Maintenant, si la charge elle est déductible, la troisième question toujours, c'est est-ce qu'elle est comptabilisée ou bien non comptabilisée? Si la charge déductible comptabilisée, on va faire rien à signaler. Et si la charge elle est déductible mais non comptabilisée, on va faire aussi rien à signaler parce qu'elle a perdu le droit de la déductibilité tant qu'on a vu que parmi les conditions de forme pour qu'une charge soit déductible, c'est la comptabilisation. Donc si la charge, normalement, elle est déductible et l'entreprise n'a pas passé
cette charge au niveau de sa comptabilisée, il va perdre le droit de la déductibilité, on va faire rien à signaler. Pour les charges non déductibles, donc encore la troisième question, est-ce qu'ils sont comptabilisés ou bien non comptabilisés? Si la charge elle est non déductible comptabilisée, on va la réintégrer. Et si la charge non déductible mais n'est pas comptabilisée, on va faire rien à signaler. Voilà les décisions qu'on va prendre au niveau de chaque opération au niveau de CPC. Donc, et vous avez ce schéma qui peut vous aider à déterminer le tableau de réintégration-déduction. De ce fait, au niveau de CPC, on a les produits et les charges. Lorsqu'on retranche les charges des produits, on aura le résultat comptable. Au niveau fiscal, on a dit qu'on va prendre le résultat comptable et on ajoute les réintégrations, on retranche les déductions, on a le résultat fiscal. Il y a un autre élément qu'on doit le prendre en considération au niveau de la détermination du résultat fiscal net. Il s'agit des amortissements déférés. C'est quoi? Donc, je vais prendre un exemple pour savoir c'est quoi un amortissement déféré. Donc, la situation d'une entreprise à la fin de l'exercice N, vous avez les produits imposables 1 500 000, les charges déductibles 2 millions, dont les dotations d'amortissement est de 400 000. On sait bien que les dotations d'amortissement, elles sont enregistrées au niveau des charges et elles sont déductibles. Donc ici, vous avez la totalité des charges qui sont déductibles pour cette entreprise au niveau de l'exercice N, c'est 2 millions. Donc il y en a une partie des dotations d'amortissement qui correspond à 400 000. Donc lorsqu'on va calculer le résultat fiscal, il va donner 1 500 000 moins 2 millions, ça donne moins 500 000. Puisqu'il s'agit d'un moins ici, ça veut dire que le résultat il est déficitaire de 500 000 qui est relatif à l'exercice N. Lorsqu'il s'agit d'un résultat qui est déficitaire, donc c'est une perte. Puisque c'est une perte, l'État lui dit que lorsque vous réalisez des bénéfices dans les années à venir, donc vous pouvez les retrancher. Maintenant, si l'entreprise n'a rien fait au niveau de cet exercice, ce déficit, il est appelé déficit sur exploitation, bien déficit hors amortissement. Donc maintenant, si l'entreprise elle veut différer l'amortissement, c'est quoi différer l'amortissement? Ça veut dire que au lieu de le déduire au niveau de l'exercice N, il peut le déduire dans une année à venir. Donc là, on appelle l'amortissement déféré. Déféré au niveau de l'année de la déductibilité de cet amortissement. Donc, en cas de résultat déficitaire, l'entreprise peut différer la déduction des dotations d'amortissement via le mécanisme de la réintégration. Ça veut dire qu'elle va prendre le montant des amortissements qu'il cherche à différer la déductibilité et elle va le réintégrer. Le fait de différer l'amortissement relève à la décision de l'entreprise. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui va décider de différer l'amortissement et le montant à différer. Donc j'ai dit que si l'entreprise n'a pas pris cette décision de différer l'amortissement, elle est considérée comme hors exploitation. Et on va voir la différence au niveau des diapos prochains. Maintenant, si l'entreprise a décidé de différer l'amortissement de 300 000 dirhams, donc je fais exprès ici que il se peut qu'il va prendre 400 000, mais donc l'entreprise ici, il a pris une décision juste de différer les 300 000 dirhams. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura pour les réintégrations produits imposables, les déductions au niveau des charges déductibles de 2 millions, et on va différer l'amortissement de 300 000, ça veut dire qu'on va le réintégrer. On aura en total 1 800 000 et 2 millions au niveau de la déduction. Et on aura, le résultat fiscal, c'est 1 800 000 moins 2 millions, ça donne moins 200 000. Donc il s'agit d'un déficit, bien sûr toujours en moins, il s'agit d'un déficit sur exploitation. Maintenant, à la fin de l'année ou bien d'une manière extra-comptable, qu'est-ce qu'on aura? On aura la situation de déficit de l'exercice N sera le déficit hors amortissement, c'est les 200 000 qu'on a obtenu au niveau de la table de réintégration-déduction, et on a l'amortissement déféré, c'est 300 000 dirhams. Donc le total, c'est le déficit de l'exercice N de 500 000. Mais cette distinction, elle permet à l'entreprise de se bénéficier d'un élément. L'élément qui vient, c'est au niveau de l'imputation des déficits au niveau des années à venir. Donc, vous avez, au niveau du tableau de réintégration-déduction, on aura ce qu'on appelle le résultat fiscal brut. Par la suite, on va déduire les déficits des exercices antérieurs, des exercices passés, et on aura le résultat fiscal net qu'on cherche. Maintenant, quels sont les éléments qui sont relatifs à ces déficits? C'est que pour les déficits, on a dit que pour chaque exercice, on a deux types. Déficit sur exploitation et déficit au niveau de l'amortissement déféré.
Pourquoi cette distinction? Pour la seule raison que pour le déficit sur exploitation, il a la limite de 4 ans après l'année où a apparu le déficit. Ça veut dire que l'exercice où apparaît un déficit sur exploitation, il a 4 exercices pour l'imputer. C'est pour ça que si on a au niveau de l'exercice N un déficit sur exploitation, il a 4 exercices. Ça veut dire que N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4 pour imputer les déficits. Sinon, il est prescrit. Sinon, elle est prescrit, ça veut dire qu'elle n'a pas droit de l'imputer par la suite, au niveau de N plus 5 ou bien N plus 6. Et cette déduction au niveau d'un exercice, pour imputer le déficit, dans l'ordre d'ancienneté. Donc, on commence par N-4, ça veut dire que la quatrième année passée, puis N-3, puis N-2, puis N-1. Pourquoi? Parce qu'au niveau de N-4, s'il s'agit d'un déficit, il a 4 exercices pour l'imputer. Ça veut dire que c'est N-3, N-2, N-1 et N. Donc, si on calcule pour N, c'est la dernière année pour l'imputation de le déficit sur exploitation de N-4. Et on va voir ici par des exemples. Pour l'amortissement déféré, il est sans limite. Ça veut dire que l'entreprise il peut imputer l'amortissement déféré des 10 ans ou bien de 15 ans passés. Donc, c'est la seule raison pour laquelle on fait la distinction au niveau d'un exercice déficitaire entre le déficit sur exploitation et l'amortissement déféré. À préciser ici que, comme on a dit que l'amortissement déféré relève de la décision de l'entreprise, ça veut dire que lors d'un exercice déficitaire, si l'entreprise ne précise pas ou bien n'a pas mentionné le déficit sur exploitation et l'amortissement déféré, pour l'administration fiscale, il considère que le déficit comme surexploitation. Ça veut dire qu'il ne peut pas bénéficier de la sans limitation pour l'amortissement déféré. Donc, la durée de la prescription d'un déficit qui n'est pas mentionné, donc ça sera 4 exercices. Voici des exemples afin de bien comprendre le mécanisme des déficits pour déterminer le résultat fiscal net d'un exercice. Donc, vous avez la situation des déficits d'une entreprise est comme suit. Vous avez pour les années 2015 jusqu'au 2019 et les déficits correspondants 250 000, 550 000, 600 000, 800 000, 600 000. Le total, c'est 2 800 000 dirhams. Première remarque ici. Donc, pour le déficit de l'entreprise, il n'a pas mentionné est-ce que c'est un déficit sur exploitation ou bien l'amortissement déféré. Donc, si c'est le cas, comme on a dit, on va le considérer comme un déficit hors amortissement. Et elle va bénéficier de l'imputation juste à la limite de 4 exercices. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, premièrement, on va voir les années. Donc, puisqu'on a en 2020, donc ce qu'on peut déduire, c'est 2019, 2018, 2017, 2016. Donc, 2015, il est prescrit. Ça veut dire qu'il n'a pas droit d'imputer le total de déficit de 250 000. Puis, si on va prendre le total de ces déficits, il ne peut pas être imputé par le résultat fiscal positif de 2020. Donc, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on va prendre? On va imputer jusqu'au avoir un résultat fiscal net égal à 0. Ça veut dire que on ne peut pas avoir un résultat fiscal de l'exercice 2020 négatif, puisque ici il est positif. Donc, pour le résultat fiscal net, il ne peut être que 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, le résultat fiscal brut 1 million. Vous avez les déficits pour 2015, il est prescrit. Pour 2016, elle peut être imputée 550 000, puisque 1 million, elle peut l'imputer 550 000. Pour 2017, donc vous avez 600 000. Donc, si on fait 600 000 plus 550 000, ça donne 1 150 000. Et puisqu'on a 1 million, ça veut dire que la totalité du déficit de 2017 ne peut pas être imputée. Elle va être imputée à hauteur de 450 000. Ça veut dire que le reste de 1 million par rapport au déficit de 2016. Donc, vous avez 1 million moins 550 000, c'est 450 000. Donc, pour 2017, elle va être imputée juste 450 000. Donc, les déficits sont imputés à hauteur de 1 million de dirhams. Donc, j'aurai le résultat fiscal net, c'est 1 million moins 1 million, c'est 0. Donc, je répète ici, si le résultat fiscal brut d'un exercice il est positif, le résultat fiscal net ne peut être jamais négatif. Ça veut dire qu'il peut être 0 lorsqu'on va imputer le total des déficits et il ne suffit pas. Et par la suite, la situation des déficits, comment elle va être? Pour 2017, donc déjà il y avait 600 000, mais on a imputé 450 000. Donc il reste juste 150 000 pour l'imputer. 2018, 800 000, 2019, 600 000, et bien sûr pour 2020, il n'y avait pas de déficit. Donc comme vous voyez que pour 2016, il a été totalement imputé, pour 2017, 150 000. Et pour 150 000, il reste
un seul exercice qui est celui de 2021 pour imputer les 150 000. Sinon, elle sera prescrite aussi. Deuxième exemple, vous avez les années, donc j'ai pris le même exemple, mais le résultat fiscal de 2020, c'est 4 400 000 dirhams. Déterminer le résultat fiscal net de 2020. Je vais procéder de la même manière en considérant que pour le déficit ici, il est hors exploitation parce que l'entreprise n'a pas mentionné la partie de l'amortissement des frais. Donc j'aurai le résultat fiscal 4 400 000. Donc pour le total déficit, il ne peut pas être imputé parce que celle de 2015, elle est prescrite. Donc le déficit de 2015, il est prescrit. Donc je vais prendre pour 2016, 2017, 2018, 2019 et ce sera le total de l'imputé, c'est 2 550 000. Puisque le résultat fiscal il peut imputer cette totalité, donc j'aurai le résultat fiscal net, c'est 4 400 000 moins 2 550 000, ça donne 1 850 000. Et pour les déficits, ils sont tous imputés, ça veut dire qu'à partir de 2021, il n'y a aucun déficit des exercices antérieurs. Le dernier exemple dans cette capsule, exemple 3, vous avez la situation des déficits de l'entreprise est comme suit. Donc ici pour de 2015 jusqu'au 2019, mais ici l'entreprise a mentionné les déficits hors amortissement et pour l'amortissement des frais. Pour le déficit hors amortissement, 50 000, 70 000, 100 000, 90 000, 60 000, le total c'est 360 000. Et pour l'amortissement des frais, 40, 40, 40 000, 50 000, 50 000, ça donne 220 000. Donc le résultat fiscal de l'exercice 2020 est de 240 000 et celui de 2021 c'est 750 000 dirhams. Déterminer le résultat fiscal net de 2020 et de 2021. Donc je vais procéder de la même manière. Donc le résultat fiscal brut 240 000 pour 2020. Donc le déficit hors amortissement. Toujours on commence par le déficit hors amortissement parce que l'amortissement des frais n'a pas de limite au niveau de la déductibilité. On va le déduire lorsque le résultat fiscal brut le permet. Sinon, on va commencer par le déficit hors amortissement et on va commencer par la quatrième année passée. Ça veut dire, on va commencer par 2016 parce que 2015, elle est prescrite. Donc 2016, c'est 70 000, 2017, c'est 100 000 et 2018, on va, puisque ici 90 000, on va déduire juste 70 000. Pourquoi? Parce que le résultat fiscal brut ne peut pas imputer le total des déficits de 2018. Donc j'aurai le déficit soit imputable à hauteur de 240 000 et j'aurai le résultat fiscal net de 2020, c'est 0, puisque 240 000, il a servi à imputer le déficit de 2016, 2017, 2018 et pour 2018 à hauteur de 70 000. Et la situation des déficits, il reste un reliquat pour 2018 hors amortissement de 20 000, ça veut dire que 90 000 moins 70 000 et celui de 2019, 60 000. Et l'amortissement des frais, 220 000, puisque ici, il est sans limite au niveau des années, donc je peux prendre la totalité parce qu'il n'y a pas de prescription au niveau des exercices où on a cet amortissement des frais. Pour le résultat fiscal brut de 2021, vous avez 750 000. Donc, il peut servir à imputer le total des déficits. Donc, le déficit sur exploitation, vous avez 2018 20 000 et 2019 60 000. Donc, le total, c'est 80 000. Il peut l'imputer. Et la totalité de l'amortissement des frais, 220 000, il peut être aussi imputé. Et j'aurai 750 000 moins 80 000 moins 220 000. Le résultat fiscal net de l'exercice 2021, ce sera 450 000. Après la détermination du résultat fiscal net, on passe à l'opération appelée la liquidation de l'IS. Cette opération, elle permet de calculer l'impôt sur les sociétés, l'IS et la cotisation minimale. Pour le calcul de l'IS, on a un taux normal qui est représenté par un tableau. Vous avez le montant du bénéfice net en dirhams, inférieur ou égal à 300 000 dirhams, le taux c'est 10%. De 300 000 dirhams à 1 million, 20% comme taux. Supérieur à 1 million de dirhams, le taux c'est 31%. Maintenant, si on fait le calcul de l'IS d'après ce tableau, je peux avoir ces données. Ça veut dire que si le résultat fiscal est de 250 000, l'IS ce sera 250 000 fois 10%, 25 000. Si le résultat fiscal net c'est 750 000, l'IS ce sera 750 000 fois 20% égale 150 000. Si le résultat fiscal égale à 2 millions, donc l'IS sera 2 millions fois 31%, 620 000. Est-ce que ce calcul il est juste? C'est juste lorsqu'on a un barème qui est proportionnel. Mais puisque le taux normal ici est représenté par un barème progressif, ce calcul il est faux. Donc,
comment on doit calculer l'IS selon un barème qui est progressif? On le calcule de cette manière. Si le résultat fiscal est 250 000, l'IS il va correspondre à un taux de 10%, 250 000 fois 10%, 25 000. Maintenant, si le résultat fiscal égale 750 000, tant que le barème est progressif, ça veut dire que l'entreprise qui va réaliser un bénéfice net imposable de 750 000, elle doit bénéficier des 300 000 dirhams avec le taux de 10% et le montant qui est supérieur à 300 000 dirhams, puisqu'il est inférieur à 1 million de dirhams, elle doit appliquer le taux de 20%. Donc c'est pour ça que l'imposition sera comme suit. 300 000 dirhams fois 10%, 30 000 et le montant qui excède 300 000 dirhams jusqu'aux 750 000 qui est égal à 450 000 dirhams fois 20% égale 90 000. Donc l'IS pour un résultat fiscal net de 750 000, ça sera 30 000 plus 90 000, ça donne 120 000. Si le résultat maintenant fiscal égale 2 millions, il doit bénéficier de 10% pour les 300 000 dirhams. Donc 300 000 dirhams fois 10%, c'est 30 000. Donc de 300 000 dirhams jusqu'au 1 million, il y a 700 000. Donc les 700 000, il sera imposé par le taux de 20%. Ça donne 140 000. Et le montant qui est de résultat qui excède le 1 million, qui est le 1 million, ça veut dire 2 millions moins 1 million, c'est 1 million. Donc il sera imposé par le taux de 31%. Donc ça donne 310 000. En final, l'IS sera 30 000 plus 140 000 plus 310 000, ça donne 490 000. Cette méthode de calculer l'IS par tranche, comme on a déjà vu, c'est la logique du calcul lorsqu'on est devant un barème qui est progressif. Mais il y en a une autre méthode qui est plus pratique au niveau du calcul de l'IS et c'est la plus utilisée. Ça n'empêche pas que d'appliquer cette méthode, on aura le même résultat, ça veut dire qu'on aura le même montant de l'IS. Cette méthode pratique, elle est représentée par un autre tableau. C'est le même que le résultat fiscal net, ça veut dire que inférieur ou égal à 300 000 dirhams, de 300 000 à 1 million, supérieur à 1 million, avec des taux de 10, 20% et 31%, mais avec une somme à déduire. Ici, c'est 0, pour la deuxième tranche, c'est 30 000, et pour la troisième, c'est 140 000. Donc, au niveau des calculs, si le résultat fiscal est de 250 000, donc ici rien ne va changer parce que c'est la première tranche. 250 000 fois 10%, c'est 25 000. Mais pour la deuxième, si le résultat fiscal égale 750 000, donc l'IS correspondante, c'est 750 000 fois 20% moins 30 000 et j'aurai automatiquement 120 000. Pour le résultat fiscal égale 2 millions, donc l'IS correspondant, 2 millions fois 31% moins 140 000 égale 480 000. C'est la méthode pratique pour le calcul du montant de l'IS. Bien sûr, bon, ici, si on cherche à déterminer ou bien à justifier les montants de 30 000 et 140 000, c'est quoi? Comment on a obtenu les 30 000 pour la deuxième tranche et les 140 000 pour la troisième tranche? Donc tout simplement, lorsqu'on est devant la première tranche, on va appliquer le taux de 10%, donc, puisqu'il n'y a pas de tranche qui est précédente. Mais pour la deuxième, si le montant excède 300 000 dirhams et elle est inférieure à 1 million, il sera imposé par 20%. Mais, puisque le barème est progressif, ça veut dire que parmi le montant qui excède 300 000 dirhams et inférieur à 1 million, il y en a une 300 000 dirhams qui doit être imposée par le 10%. Donc, ces 300 000 dirhams, il va l'imposer par 20%. Donc, on doit retrancher la différence de taux. Ça veut dire que 300 000 dirhams fois 20% moins 10%, ça donne 10%, fois 300 000, ça donne 30 000. Pour la troisième tranche, la somme à déduire 140 000, comment on a obtenu 140 000? Donc, si le montant de résultat est supérieur à 1 million, il sera imposé par 31%. Mais, on a une 300 000 dirhams qui doit être imposée avec 10%, puisque tu l'imposes avec 31%, donc la différence, elle sera déduite. Donc, c'est pour ça que vous avez 300 000 dirhams fois 31% moins 10%. Et pour les 700 000 correspondantes à la deuxième tranche, normalement, il doit être imposé par 20%. Il est imposé avec 31%, donc la différence, il doit être aussi retranché. Ça veut dire que 700 000 fois 31% moins 20%. Ça donne 63 000 plus 77 000, c'est le montant de la somme à déduire, 140 000. Donc là, c'est la méthode pratique au niveau du calcul de l'IS. Ce qu'on a vu, il concerne le taux normal au niveau de l'IS. Il y en a d'autres taux d'imposition concernant des entreprises particulières. Je vais les laisser dans une autre vidéo
à part traitant les exonérations et l'imposition des taux réduits. Mais ici, je vais prendre un taux réduit qui touche une grande partie des entreprises soumises à l'IS. Il s'agit des entreprises ayant une activité industrielle. Donc, pour les entreprises exerçant une activité industrielle, le taux de 31% est ramené à 28%, à l'exclusion des sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams. Ça veut dire que les entreprises qui exercent une activité industrielle, donc n'est pas commerciale, n'est pas une prestation de service, donc le taux de 31% au niveau du barème, il est ramené à 28%. Donc au lieu d'imposer la tranche qui est supérieure à 1 million par 31%, elle sera imposée par 28%. Bien sûr, à l'exclusion des sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams. Pour les entreprises qui exercent une activité industrielle, mais le résultat net imposable est supérieur à 100 millions de dirhams, le taux, ça sera 31% et non pas 28%. Donc, comme ça, le barème sera comme suit. Si le résultat fiscal net est inférieur ou égal à 300 000 dirhams, le taux c'est 10%. Si le résultat est entre 300 000 dirhams et 1 million, le taux c'est 20% avec une somme à déduire de 30 000. Si le résultat est supérieur à 1 million, bien sûr, est inférieur à 100 millions de dirhams, le taux appliqué c'est 28%. Ça donne une somme à déduire de 110 000 et non pas 140 000. Comment on a obtenu les 110 000? C'est par les mêmes règles qu'on a déjà vues au niveau de taux normal. Donc pour la première, c'est la même chose, donc 300 000 dirhams fois 20% moins 10%, ça donne 30 000. Pour la deuxième, c'est 300 000 dirhams fois 28% moins 10%, plus les 700 000 dirhams de la deuxième tranche fois 28% moins 20%. Ça donne 54 000 plus 56 000, ça donne 110 000. Maintenant, pour exemple, pour une entreprise industrielle, si le résultat fiscal net est s'il est 5 600 000, donc l'IS, ce sera 5 600 000 fois 28% moins 110 000. Ça donne 1 458 000. Si le résultat fiscal net est de 125 600 000, ça donne l'IS, c'est 125 600 000 fois 31% moins 140 000, ça donne 38 796 000. Puisque ici, le résultat est supérieur à 100 millions de dirhams, donc le taux applicable, ça sera 31% et non pas 28%. La question qui se pose par la suite, c'est que si l'on a une entreprise qui exerce une activité industrielle et exerce une activité commerciale ou une prestation de service, donc comment elle va être imposée? Donc si je prends l'exemple numéro 2, une entreprise X est spécialisée dans la production des articles de sport, elle fait aussi la commercialisation des produits importés. Donc vous avez une entreprise qui fait la fabrication des produits et les vend, et aussi il fait l'importation de ces produits et il les commercialise. Ça veut dire qu'il fait l'activité commerciale et une activité industrielle. Donc vous avez les données relatives à l'année 2020 sont comme suit. Les ventes des produits importés, 4 millions de dirhams. Et les ventes des produits fabriqués par l'entreprise, 6 millions de dirhams. Le résultat fiscal net, 2 600 000. Donc on sait bien que au niveau des ventes, au niveau des produits, au niveau des chiffres d'affaires, on peut faire la distinction entre l'activité commerciale et l'activité industrielle. Vente des produits importés, on le trouve au niveau des ventes de marchandises en l'état, 711, et les ventes de produits fabriqués par l'entreprise, c'est 712. Les ventes de biens et services produits par l'entreprise. Au niveau des résultats, on ne peut pas faire la distinction, est-ce que c'est un résultat qui est issu de ventes de produits importés ou bien des ventes qui sont des produits fabriqués. Donc c'est pour ça que c'est un résultat global de l'activité globale de l'entreprise. Donc comment on va calculer l'IS? Bien sûr ici, si l'activité de l'entreprise est commerciale, l'IS sera 2 600 000 fois 31% moins 140 000. Ça donne 666 000. Si l'activité d'entreprise est industrielle, il sera imposé avec le taux réduit de 28% au lieu de 31%. 2 600 000 fois 28% moins 110 000 égale 618 000. Là, si l'activité d'entreprise il est distincte, ça veut dire que pour le résultat issu d'une activité commerciale et le résultat issu d'une activité industrielle. Mais pour cette entreprise, ce résultat il est issu par la combinaison des deux types d'activités, l'activité commerciale et l'activité industrielle. Comment on va calculer l'IS? Donc, pour calculer l'IS ici, premièrement, on doit calculer le pourcentage des chiffres d'affaires. Ça veut dire que on va chercher le pourcentage de l'activité commerciale et le pourcentage de l'activité industrielle. Par cet exemple, donc, vous aurez les ventes de produits importés, le montant c'est 4 millions, le vente de produits fabriqués c'est 6 millions, le total c'est 10 millions. Le pourcentage de l'activité commerciale c'est 40% et le pourcentage de l'activité
industriel, c'est 60%. Donc, puisqu'on a le seul élément où on peut faire la distinction entre les deux, c'est à partir du chiffre d'affaires. Il n'y a pas d'autre élément où on peut avoir cette distinction. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez deux méthodes pour calculer le montant de l'IS. Donc, je vais commencer par la première méthode, c'est par tranche. Donc, le résultat sera composé comme suit. Donc, puisque le montant de 300 000 dirhams sera imposé avec 10%, qu'elle soit une activité industrielle ou bien commerciale, ça donne 30 000. Le montant de 700 000 dirhams, ça veut dire qu'au niveau de la deuxième tranche, il sera imposé par 20%, ça donne 140 000. Aussi pour les deux activités. Mais pour la troisième tranche, ça veut dire que la partie du résultat qui excède 1 million, vous avez 1 600 000 ici. Donc les 1 600 000 pour l'activité commerciale, il sera imposé par 31% et je vais la multiplier par le pourcentage de l'activité commerciale. 40%, ça donne 198 400. Pour l'activité industrielle, je vais prendre les 1 600 000 aussi, mais fois 28%, mais fois le pourcentage de l'activité industrielle, c'est 60%. Ça donne 268 800. Comme ça, j'aurai au niveau de l'IS, je vais ajouter les 30 000 de la première tranche, les 140 000 de la deuxième tranche et 198 400 et 268 800 de la troisième tranche et j'aurai un IS global qui doit être payé par l'entreprise de 637 200. Là, c'est la première méthode. La deuxième méthode, et je pense que c'est la plus facile au lieu de travailler par tranche, c'est que on va prendre l'IS relative à l'activité commerciale. Donc, c'est 2 600 000 fois 31% moins 140 000. Donc là, c'est l'IS relatif à l'activité commerciale, mais je dois le multiplier par le pourcentage de l'activité commerciale. C'est fois 40%, ça donne 266 400. Et l'IS relatif à l'activité industrielle, c'est 2 600 000 fois 28% moins 110 000. Fois là, le pourcentage de l'activité industrielle, c'est 60%, ça donne 370 800. Et le total, j'aurai 637 200 comme IS. Et par les deux méthodes, j'aurai le même résultat et à vous de choisir la méthode qui vous convient. Donc, on a vu le taux de l'IS et comment on calcule l'IS. Maintenant, si le résultat il est déficitaire, ça veut dire qu'il est négatif. L'IS, est-ce qu'il peut être négatif? Bien sûr, non. Donc, si le résultat est déficitaire, l'IS est égal à 0. Donc, est-ce que l'entreprise ne va rien payer? Bien sûr, non. C'est pour ça que l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait que, même que le résultat est déficitaire, l'entreprise elle doit payer ce qu'on appelle une cotisation minimale. Donc, on passe au calcul de la cotisation minimale. Donc, cette cotisation, elle doit être positive. Puisque si on a dit que le résultat est négatif, donc l'IS est égal à 0. Donc là, puisque l'entreprise doit la payer, elle doit être positive. Et s'il doit être positive, la base de la cotisation minimale ne peut pas être un résultat, puisque le résultat il peut être positif comme il peut être négatif. C'est pour ça que la base de l'ACM, on va prendre quelque chose qui est reçu par l'entreprise, mais il est positif. Ça veut dire qu'on est sûr au niveau de l'entreprise qu'il va encaisser un montant. Et ce n'est que les produits au niveau de l'entreprise. Puisque les produits ils sont encaissés par l'entreprise, donc l'administration fiscale, elle s'est basée sur cette somme des produits afin de déterminer la cotisation minimale. Donc c'est pour ça que on va trouver que l'ACM égale la base de l'ACM fois le taux de l'ACM. Donc aussi, c'est une base fois un tout. Premièrement, on détermine la base de l'ACM. Donc on a dit que la base de l'ACM, ils sont les produits concernant le chiffre d'affaires, les produits accessoires, transport, emballage, location, commission, autres, les autres produits d'exploitation, les produits financiers, donc vous avez les intérêts en brut et les gains d'échange, l'escompte, et les subventions, indemnités aidants. Donc ici, j'ai dit que la base de la cotisation minimale, c'est l'ensemble des produits. L'État ici, ou bien l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait exclure certains éléments des produits de la base de l'ACM. Donc c'est pour ça que généralement au niveau de la base de l'ACM, on va s'intéresser quels sont les éléments qui sont exclus de cette base. Donc vous aurez les produits qui sont exclus au niveau de la base de l'ACM, c'est la variation des stocks des produits, puisque ce n'est pas un encaissement, il se peut qu'il soit en négatif, donc il est exclu de la base de l'ACM.
Vous avez aussi les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Donc aussi c'est un élément qui n'entre pas dans la base de la l'ACM. Vous avez les reprises et transferts de charges. Donc tant que ce ne sont pas des encaissements. Aussi vous avez les produits de cession des immobilisations. Pourquoi elle est exclue de la base de la l'ACM? À mon avis, parce que c'est un produit qui est reçu par l'entreprise, mais pour l'investir et non pas pour l'exploitation. Donc, lorsque l'entreprise va vendre une machine, c'est pour la remplacer. Et ce montant, il va servir comme un type de financement de ce nouveau investissement. Aussi, il y aura les produits de participation, les dividendes. Pourquoi les dividendes? Parce que, à mon avis, la cotisation minimale, c'est un élément accessoire de l'IS. Ça veut dire que les éléments qui ne sont pas imposables au niveau de l'IS, ils sont exclus de la base de la cotisation minimale. C'est pour ça que les dividendes, c'est illogique de ne le pas imposer au niveau de l'IS et de l'imposer au niveau de la CM. Pour cette raison que les dividendes n'entrent pas dans la base de la cotisation minimale. À titre d'information, les dividendes ils sont inclus dans les produits financiers. Encore, on a dit que pour les produits financiers, les intérêts ils doivent être en brut et non pas en net. Les taux. Donc, pour les taux de la cotisation minimale, vous avez le taux normal est de 0,5%. Je parle de 2020, c'est valable pour 2021. Juste l'année 2019 où il y avait un taux de 0,75%. Donc, juste pour l'année 2019. À part 2019, le taux normal de la cotisation minimale était 0,5%. Au niveau 2020, on a ajouté un autre élément concernant le taux de la cotisation minimale, c'est que si le résultat courant hors amortissement est déclaré négatif par l'entreprise au titre de 2 exercices consécutifs, le taux sera 0,6%. Donc c'est un cas qui est particulier. Lorsque l'entreprise, par son CPC, on peut avoir un résultat courant qui est hors amortissement déclaré négatif, ça veut dire que déficitaire au niveau de résultat courant pendant 2 exercices consécutifs, le taux sera 0,6% et non pas 0,5%. Donc là, c'est assez particulier. Et vous avez un taux réduit de 0,25% au niveau de la cotisation minimale. Pour les opérations effectuées par l'entreprise commerciale, donc les entreprises commerciales au titre des ventes de produits portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine, l'eau, l'électricité, les médicaments. Donc ici, par exemple, une pharmacie au niveau de la cotisation minimale, elle se calcule sur sa base de la cotisation minimale fois 0,25%. Pourquoi ce taux réduit? À mon avis, parce que tous ces produits ils sont réglementés au niveau de leur prix par l'État. Donc c'est pour ça que la marge bénéficiaire elle est assez réduite pour ce type d'entreprise. Donc au niveau de la CM, on le calcule sur la base de 0,25%. Un autre élément au niveau de la CM, c'est que pour les entreprises qui sont nouvellement créées, donc il y aura une exonération pendant 36 mois. 36 mois, ça veut dire 3 exercices suivant la date de début de leur exploitation, sans dépasser 60 mois qui suivent la date de la constitution des sociétés. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers exercices où l'entreprise elle exerce son activité, elle est exonérée au niveau de la CM. Donc lorsque je parle exonérée de la CM, ça veut dire qu'il ne va pas calculer la CM sans dépasser 60 mois qui suivent la date de la constitution des sociétés. Par exemple, la création d'une entreprise était en 2018. Si le début d'activité est en 2018, il va bénéficier de l'exonération de la CM pendant 2018, 2019 et 2020. Donc 36 mois, ça veut dire 3 exercices. Mais si le début d'activité est en 2021, donc il va bénéficier de la cotisation minimale juste pour 2021 et 2022. Pourquoi? Parce que la création en 2018, elle va dépasser 60 mois, ça veut dire que 5 années, 2018, 19, 20, 21, 22. Donc, il va bénéficier juste de 2 années de l'exonération parce qu'il a dépassé 60 mois de la date de création d'entreprise. Encore, un élément au niveau de la CM, c'est que le montant de la cotisation minimale, même en l'absence de chiffre d'affaires, ne peut être inférieur à 3 000 dirhams. Ça veut dire que c'est le minimum de la cotisation minimale. Donc, si on a calculé la cotisation minimale et on a trouvé qu'elle va correspondre à 1500 dirhams ou bien 2000 dirhams, donc l'entreprise doit payer une cotisation minimale de 3000 dirhams et non pas 1500 ou bien 2000. Donc, tout montant de la cotisation minimale inférieur à 3000 dirhams, bon, la cotisation minimale doit être 3000.
Des exemples pour le calcul de la cotisation minimale. Vous avez l'exemple 1. Les produits d'entreprise sont comme suit. Le chiffre d'affaires, les ventes de produits accessoires, la variation de stock, les dividendes, l'intérêt brut, l'escompte obtenu, les produits cessants des immobilisations, l'indemnité aidant. Donc pour la base de la SAM, donc la base de la SAM, c'est le chiffre d'affaires, plus les produits accessoires. La variation de stock, elle est exclue de la base de la SAM. Dividende aussi, il est exclu. Les intérêts bruts, l'escompte obtenu, les produits de cession aussi sont exclus, les indemnités aidant. Donc j'aurai le chiffre d'affaires, les ventes de produits accessoires, les intérêts bruts, l'escompte obtenu et l'indemnité aidant. Donc de 5 255 000, 450 000, 200 000, 25 000, 300 000. Ça donne 6 230 000 dirhams. Donc la SAM égale 6 230 000 dirhams fois 0,5%. On va prendre le taux normal, sauf qu'il est indiqué ici le taux réduit. Donc 0,5%, ça donne 31 150 dirhams. Exemple 2, vous avez les produits de l'entreprise sont comme suit. Les produits d'exploitation 1 500 000. Les produits financiers, vous avez 450 000, dont 90 000 des dividendes et les indemnités reçues 280 000. Donc la base de la SAM sera 1 500 000 plus les produits financiers 450 000. Puisqu'ils incluent les dividendes, on doit les retrancher. Donc on tranche les 90 000 plus les indemnités reçues. Ça donne 2 140 000. Et la SAM sera 10 700. Exemple 3, les produits de l'entreprise sont comme suit. Le chiffre d'affaires, l'intérêt net et les reprises sur provision. Donc, la base de la SAM, c'est le chiffre d'affaires, 3 500 000. Les intérêts, on a dit qu'ils doivent être en brut et non pas en net. Donc, les intérêts en brut, c'est 192 000 sur 0,8, puisque les intérêts, ils ont subi une retenue à la source de 20% non libératoire. Donc 3 500 000 plus 192 000 sur 0,8 et on a dit que les reprises sont exclues de la base de la SAM, donc ça donne 3 740 000. Et la SAM, ça sera 18 700. Après le calcul de l'IS et le calcul de la SAM, qu'est-ce qu'on va faire? Quel soit le résultat bénéficiaire ou bien déficitaire, on doit les calculer les deux. Le calcul de l'IS et le calcul de la SAM. Par la suite, on va faire la comparaison entre les deux, l'IS et la SAM. Et le maximum, ça veut dire que le montant le plus élevé de l'IS ou bien de la SAM, c'est ce qu'on appelle l'impôt dû. Donc, si l'IS est supérieur à la SAM, l'impôt dû, ce sera l'IS. Si l'IS est inférieur à la SAM, l'impôt dû, ce sera la SAM. Vous avez un exemple. La situation d'une entreprise est comme suit. Le résultat fiscal net, c'est moins 800 000. C'est un exercice déficitaire. La base de la SAM, c'est 5 540 000. Donc, on va calculer l'impôt dû. Donc, l'IS égale à 0, puisque le résultat est déficitaire. Et la SAM égale 27 700. C'est 5 540 000 fois 0,5%, 27 700. Donc, l'impôt dû, ça sera la SAM, puisque l'IS ici est inférieur à la SAM, c'est 27 700. Exemple 2. La situation de l'entreprise est comme suit. Le résultat fiscal net est 1 500 000 et la base de la SAM, 12 500 000. Donc, on calcule l'IS, c'est 1 500 000 fois 31% moins 140 000, c'est 325 000 dirhams. Donc, bien sûr, on va prendre le taux normal ici, puisque rien n'est indiqué ici que c'est une entreprise industrielle ou bien une entreprise commerciale. Donc, on va travailler par les taux normaux. La base de la SAM, c'est 12 500 000. La SAM, ça sera 12 500 000 fois 0,5, c'est 62 500. Ici, l'IS, il est supérieur à la SAM, donc l'impôt dû, c'est 325 000. Exemple 3, vous avez un résultat fiscal net de 400 000 et la base de la SAM, 11 800 000. Donc, on aura l'IS, c'est 400 000 fois 20% moins 30 000, c'est 50 000. Et la SAM, c'est 11 800 000 fois 0,5%, ça donne 59 000. Donc ici, même que le résultat est bénéficiaire, et l'IS il est positif, mais il est inférieur à la SAM. Donc l'impôt dû, c'est la SAM ici, c'est 59 000. Exemple 4, vous avez la situation d'une entreprise, le résultat fiscal net est de 850 000 et la base de la SAM c'est 26 800 000. Et vous avez une information qu'au niveau des produits financiers, il y a des intérêts bruts reçus d'un montant de 100 000 dirhams. Donc si on calcule comme on l'a déjà fait, l'IS, ce sera 850 000 fois 20% moins 30 640 000. Et la SAM, c'est 26 800 000 fois 0,5%, ça donne 134 000. Donc, si on fait que l'IS est supérieur à la SAM, l'impôt dû, ça sera l'IS, c'est 140 000. Mais ce calcul, il est faux. Pourquoi? Parce que
Au niveau des produits financiers, les intérêts, ils ont déjà subi une retenue à la source de 20%. Ça veut dire que de 20 000. Donc, ces intérêts, lorsqu'ils ont reçus par l'entreprise, elle a reçu juste les 90 000. Donc, l'organisme qui a versé ces intérêts, il a fait une retenue à la source de 20 000 dirhams pour la verser à l'État. Donc, l'entreprise ici, elle a reçu 80 000 et elle va être imposée au niveau de son montant de 100 000 dirhams. Bien sûr, cette retenue à la source, il est non libératoire. Ça veut dire quoi non libératoire? Ça veut dire que le montant, il va être réimposé. Donc, c'est le cas au niveau des résultats fiscaux, il va être réimposé au niveau de son montant brut. Donc, ça donne 140 000. Et vous avez la CM de 134 000. Mais ce montant, il doit être imputé sur le montant de l'IS. Ça veut dire que lorsque l'entreprise, certes, elle va être imposée au niveau de l'IS de 140 000. Mais elle a déjà versé comme retenue à la source de 20 000. Donc, le montant qu'il doit le verser, c'est 140 000 moins 20 000. Il doit le retrancher du montant de l'IS. Donc, ça donne 120 000. Comme ça, donc, le montant de la retenue à la source, il est toujours retranché de l'IS et non pas de l'impôt dû. Donc, lorsqu'on va retrancher le montant de la retenue à la source au niveau de l'IS, ça donne 120 000. Qu'est-ce qu'il va donner? L'impôt dû, il sera la CM. Puisque le montant de l'IS moins la retenue à la source, il est inférieur à la CM. Donc, l'impôt dû, ça sera le CM. Donc, ça donne 134 000. Donc, ce n'est pas ni les 140 000, ni les 120 000, mais c'est le montant le plus élevé de la CM et de l'IS moins la retenue à la source. Bien sûr, si on n'a pas de retenue à la source, on va travailler comme on a déjà vu au niveau des exemples précédents. Donc, ici, au niveau de la comparaison, toujours on fait la comparaison entre la CM et l'IS moins la retenue à la source s'il existe. Exemple 5. Une entreprise créée en 2018 a débuté son activité au cours de la même année. La situation de l'exercice 2020 est comme suit. Donc, vous avez un résultat fiscal net de 200 000 et la base de la CM, c'est 2 400 000. Donc, vous avez l'IS, c'est 200 000 fois 10%, c'est 20 000, puisque c'est inférieur à 300 000 dirhams. Et pour la CM, elle est exonérée. Pourquoi elle est exonérée? Puisqu'elle a débuté son activité au niveau de 2018, elle est exonérée pour une période qui est trinale. Ça veut dire de 3 exercices, 2018, 2019 et 2020. Donc ici, on met exonéré. On ne le calcule pas. Et l'impôt dû, ça sera 20 000. Donc, lorsqu'on parle de l'exonération de la CM, c'est pas la question que l'exonération que l'IS. Donc, l'entreprise, lorsqu'il va avoir un IS positif, il doit le payer. Donc, ici, on ne fait pas de comparaison. Donc, l'impôt dû, ça sera 20 000. Le dernier exemple, vous avez la situation d'une entreprise comme suit. Le résultat fiscal net, c'est moins 80 000. C'est un exercice déficitaire. Et la base de la CM, c'est 500 000 dirhams. Donc, vous avez l'IS égal à 0, puisque ici, le résultat fiscal est déficitaire. Et la CM, ça donne 500 000 fois 0,5%, ça donne 2500 dirhams. 2500 dirhams, il est inférieur au minimum de la cotisation minimale, 3000 dirhams. Donc, ici, l'impôt dû, c'est 3000 dirhams. À la dernière opération concernant l'impôt sur les sociétés, appelée la régularisation de l'IS. Dans la capsule précédente, on a pu démontrer comment les entreprises déterminent l'impôt dû. Ça veut dire l'impôt qu'elles doivent payer à l'administration fiscale. La question qui suit, c'est comment les sociétés procèdent à la régularisation de cet impôt dû. Donc, comment les sociétés règlent cet impôt. On sait bien que pour un exercice N, ici je l'ai pris qu'il va correspondre à l'année civile, le 1 jusqu'au 31/12, donc l'impôt dû au niveau de cet exercice, il est calculé à la fin d'année. Donc, ce n'est pas nécessairement à la fin d'année, mais c'est au début de l'année suivante. Parce que jusqu'au 31/12, l'entreprise, elle clôture sa comptabilité au niveau des états de synthèse, au niveau de son bilan, au niveau de CPC. Donc, l'administration fiscale accorde aux entreprises 3 mois pour faire la déclaration des états de synthèse, ainsi que la déclaration de l'impôt dû au niveau de l'exercice N. Donc, ce qui fait l'impôt dû au niveau de l'exercice N ne sera payé que au niveau de 3 premiers mois de l'année N+1. Mais est-ce que l'administration fiscale et l'État, elle va attendre jusqu'à la fin de l'exercice pour avoir cet impôt dû? La réponse, c'est non. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est pour alléger la trésorerie de l'entreprise. On sait bien que l'impôt dû, qu'il soit un montant élevé, pour le payer en une seule fois, c'est très difficile, ça va toucher sa trésorerie.
encore pour l'administration fiscale et pour l'État, bien sûr. Donc, avoir des montants au cours de l'exercice N, il serait préférable afin de faire face aux dépenses publiques. Bon, qu'est-ce qu'il a fait l'État ici? Au lieu d'attendre jusqu'à la fin d'année ou bien la fin d'exercice pour avoir ou bien pour acquitter cet impôt, donc il serait payé par des avances. Donc, les avances, on les appelle les acomptes. Donc, comme ça, il a instauré que le paiement de cet impôt dû au niveau de l'exercice N, il sera payé par 4 acomptes d'un même montant et de la même période. Donc, lorsqu'on va prendre l'exercice N, il est composé de 12 mois, il sera payé à la fin de chaque 3 mois, il va payer une avance qu'on appelle acompte provisionnel. Comme ça, le premier acompte, il sera réglé au plus tard le 31-3. Ça veut dire qu'il peut le régler avant, mais là, la date limite, c'est le 31-3. La date limite du deuxième acompte, c'est le 36. Et la date limite du troisième acompte, c'est le 39. Et la date limite du quatrième acompte, c'est le 31-12N. Comme ça, on a su que l'impôt dû au niveau de l'exercice N, il sera payé par des acomptes. La question suivante. Puisque l'impôt dû est calculé à la fin de l'année N, comment on doit déterminer ces acomptes? Puisque l'impôt dû de l'année N au niveau du 31 mars, il n'est pas encore déterminé. Donc, le montant d'acompte qu'on va le payer, sur quelle base il va être payé? Donc, je répète, la question, c'est comment calculer ces acomptes. La réponse, elle est tout à fait simple. Pourquoi? Parce que dans la continuité d'exploitation des entreprises, ou bien la continuité de son existence, donc, les acomptes qui seront payés au niveau de l'exercice N, ils seront comme référence c'est l'exercice N-1. Ça veut dire que sur la base des données de l'exercice précédent, on va déterminer les acomptes qui seront payés au niveau de l'exercice N. Et bien sûr, il y aura une opération par la suite qu'on appelle la régularisation. Donc, au niveau des calculs des acomptes, ils sont calculés sur la base de l'IS dû, ou bien l'impôt dû de l'exercice précédent, fois 25%, ou bien sur 4, puisque le montant des acomptes est constant concernant les 4 acomptes. Donc, à l'expiration du 3e, 6e, 9e et 10e mois, suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours. L'acompte I, c'est l'impôt dû au niveau de N-1 sur 4. Le premier, il sera versé au plus tard le 31-3N, bien sûr, si l'exercice coïncide avec l'année civile. Le deuxième au 36, le troisième au 39 et le quatrième au 31-12N. De ce fait, lorsqu'on va payer les 4 acomptes concernant l'exercice N, pas nécessairement que le montant des acomptes qui sont versés, ils vont coïncider avec l'impôt dû de l'exercice N. Parce qu'au 31-12 jusqu'au 31-3N plus 1, là, on aura le montant définitif de l'impôt dû au niveau de l'exercice N. Mais puisque les 4 acomptes sont des avances, qu'est-ce qu'ils vauront? Pas nécessairement que c'est le même montant, donc on aura presque 2 cas. Soit le montant des acomptes ou bien des avances est supérieur au montant de l'impôt dû, soit elle va être inférieure. Donc comme ça, on aura 2 cas qui se présentent. Donc le montant des acomptes est inférieur au montant de l'impôt dû. Donc la différence est un complément de paiement à acquitter dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice. Ça veut dire que vous avez payé des avances qui sont inférieures au montant que vous devez payer. Donc automatiquement, la différence sera versée à l'administration fiscale. On parle d'un complément de paiement. Le deuxième cas, c'est lorsque le montant des acomptes est supérieur au montant de l'impôt dû. Donc si le montant des acomptes est supérieur, ça veut dire que vous avez payé plus que vous devez payer. Donc dans ce cas, logiquement, c'est l'administration fiscale, elle doit restituer à l'entreprise le montant de l'excédent. Donc c'est pour ça que ici, la différence est un excédent de paiement. Mais, puisque l'entreprise est dans la logique de la continuité d'activité, donc il va payer des acomptes pour l'année suivante. Donc l'administration fiscale ici, pour ne pas tomber dans le problème de la restitution, qu'est-ce qu'elle stipule? Elle stipule que tant que vous avez un excédent, à chaque fois que l'entreprise doit payer à l'administration fiscale un montant, il peut imputer cet excédent. Ça veut dire qu'il peut restituer ce montant. Donc c'est pour ça que cet excédent il va être imputé sur les acomptes de l'année N plus 1 et sur l'impôt dû
du ou des exercices suivants. Ça veut dire que, on va voir ici par des exemples. Donc, il peut être imputé sur les acomptes. S'il ne suffit pas, donc on peut procéder au calcul lorsqu'il s'agit d'un complément de paiement au niveau de l'exercice N plus 1. S'il ne suffit pas, donc on passe vers les acomptes de N plus 2. Ça veut dire que de la deuxième année suivante. On va prendre des exemples d'application afin d'appréhender ce qu'on avait au niveau de cette opération de régularisation. Ça veut dire qu'au niveau du calcul des acomptes et par rapport aux impôts dus. Le premier exemple, vous avez la situation d'une entreprise pour l'exercice N est comme suit. L'impôt dû de cet exercice, c'est 250 000. Et les acomptes provisionnels versés, c'est 200 000. Procéder à la régularisation et déterminer les acomptes à payer en N plus 1. Donc, au niveau de la régularisation, vous avez l'impôt dû, c'est 250 000. Les acomptes provisionnels versés, c'est 200 000. Et on voit ici que l'impôt dû est supérieur aux acomptes qui sont déjà versés. Donc, l'entreprise au cours de l'exercice N, il a versé 200 000, alors qu'il doit payer au niveau de l'année N 250 000. Donc, il doit compléter le paiement par 50 000. Donc, il y a un complément de paiement de 50 000 à verser au plus tard le 31/3 N plus 1. Pour les acomptes de N plus 1, donc on a vu que l'acompte au niveau de N plus 1, il se calcule sur la base de N-1. Disons que si l'entreprise va continuer dans la même activité et sa situation elle va rester constante, donc normalement l'impôt dû au niveau de l'exercice N plus 1 il sera le même que N. Donc dans cette logique, pourquoi on va prendre l'exercice N-1? Donc pour l'acompte de N plus 1, il va se calculer sur l'exercice de référence. Et l'exercice de référence ici c'est N. Et l'impôt dû c'est 250 000. Donc 250 000 sur 4, ça donne 62 500. Donc le premier acompte qui sera versé au plus tard le 31/3 N plus 1, ça donne 62 500. Et il y en a des cas où vous pouvez faire donc au niveau du premier acompte 62 500 plus le complément de paiement pour l'exercice précédent. Donc ici c'est 62 500 plus 50 000, 112 500 à verser au plus tard 31/3 N plus 1. Les deux ils sont valables. Concernant, puisque l'entreprise ici, la même date limite pour le complément et pour le premier acompte. Mais ce complément, il sera versé pour l'exercice N et l'acompte, il sera versé pour l'exercice N plus 1. Ça veut dire que le bordereau qui va être reçu de paiement, donc il va recevoir deux bordereaux. Le premier concerne l'exercice N et le deuxième concerne N plus 1. Donc le deuxième acompte, c'est 62 500. Le troisième, la même chose. La quatrième, la même chose. Donc la différence, c'est juste au niveau de la date limite. Ça va verser au plus tard le 36. Pour le troisième, le 39. Et pour le dernier, le 31/12. Le deuxième exemple, vous avez un impôt dû de 400 000 dirhams et l'acompte provisionnel versé, c'est 480 000 dirhams. Procéder à la régularisation et déterminer les acomptes à payer en 1 plus 1. Donc encore, vous avez l'impôt dû, c'est 400 000. Les acomptes, 480 000. Donc ici, on voit que l'entreprise a versé plus qu'il doit payer. Donc il y a un excédent de paiement de 80 000 à imputer sur les acomptes des exercices suivants. Donc au niveau des acomptes de l'exercice N plus 1, vous avez l'impôt dû, c'est 400 000. Donc l'acompte, c'est 400 000 sur 4, ça donne 100 000. Le premier acompte, il va verser 100 000. Mais, puisqu'il y en a un excédent, ça veut dire que l'entreprise ici, elle a une dette envers l'État. Elle a une créance envers l'État de 80 000. Donc, ce 80 000, il va être restitué par le premier acompte. Au lieu de payer 100 000, il va restituer le montant de l'excédent de 80 000. Il va verser effectivement juste 20 000 à verser au plus tard le 31/3 N plus 1. Mais, au niveau du premier acompte de N plus 1, il est considéré qu'il a payé 100 000 pour l'acompte N plus 1. Donc, il a payé 20 000 juste par la récupération de ces 80 000 qui sont liés à l'excédent de paiement de l'exercice N. Donc, faites attention ici que le premier acompte, lorsqu'on va faire la régularisation au niveau de N plus 1, il a payé 100 000. Le deuxième acompte 100 000, le troisième acompte 100 000 et le quatrième acompte 100 000, bien sûr, bon, pour les mêmes dates limites. Le troisième exemple, vous avez l'impôt dû, c'est 400 000, mais les acomptes provisionnels versés, c'est 1 million de dirhams. Donc, procéder à la régularisation et déterminer les acomptes à payer en N plus 1. Donc, l'impôt dû, c'est 400 000, les acomptes 1 million. Vous avez un excédent de paiement de 600 000 à imputer sur les acomptes des exercices suivants. Donc,
les acomptes de N plus 1, le complément de N plus 1, et s'il y en a le cas échéant, donc des acomptes des exercices N plus 2, N plus 3. Donc au niveau de les acomptes de N plus 1, l'acompte c'est l'impôt dû sur 4, c'est 400 000 sur 4, ça donne 100 000. Donc le premier acompte c'est 0, puisqu'il va imputer les 600 000, et il reste un reliquat. Le reliquat, ça veut dire que le montant de l'excédent restant. Donc, il reste 600 000, il a imputé 100 000, ça veut dire qu'il reste 500 000. Le deuxième acompte, encore c'est 0, parce que encore il y a un reliquat, mais le reliquat restant au niveau du deuxième acompte, c'est 500 000 moins 100 000, c'est 400 000. Pour le troisième acompte, c'est 0, et le reliquat, c'est 300 000, parce qu'il a récupéré jusqu'au troisième acompte, il a récupéré 300 000. Donc, il reste 300 000. Et le quatrième acompte, c'est 0 aussi, parce que le reliquat c'est 300 000, donc il va imputer les 100 000 et il reste un reliquat de 200 000. Bien sûr, au niveau des acomptes de N plus 1, il a payé 0 dirham. Mais effectivement, au niveau de la régularisation, on doit faire qu'il a payé 400 000. Donc il n'a pas payé les 400 000, c'est juste parce qu'il a récupéré ce montant tant que l'excédent de paiement au niveau de N, il était de 600 000. Donc ici, pour l'acompte de N plus 1, c'est 0. Et le reliquat qui reste, c'est 200 000. Donc cet excédent restant à imputer sur le complément de l'IS de l'exercice N plus 1. Et s'il est insuffisant, on procède à l'imputer sur les acomptes de N plus 2. Quatrième exemple, vous avez la situation d'une entreprise est comme suit. Donc vous avez pour l'exercice N et pour l'exercice N plus 1. Le résultat fiscal net, c'est 950 000, 1 400 000. La base de la SAM, c'est 5 8 500 000. Pour les acomptes, il a payé au niveau de N 500 000. Et pour N plus 1, bon, on va chercher à le déterminer. Procéder à la liquidation, la régularisation et le calcul des acomptes de N à N plus 2. Ça veut dire que de N et de N plus 1 et de N plus 2. Pour l'exercice N, donc on va procéder à la liquidation, puisque les acomptes sont déjà déterminés, c'est 500 000. Donc au niveau de la liquidation, donc le résultat fiscal net c'est 950 000, donc l'IS ça donne 950 000 fois 20%, moins 30 000 c'est 160 000. Pour la CM, donc c'est 5 millions fois 0,5%, ça donne 25 000. Donc l'impôt dû au titre de l'exercice N, tant que l'IS est supérieur à la CM, c'est l'IS, c'est 160 000. Là, c'est la liquidation. Passe à la régularisation. Donc, au niveau de la régularisation, vous avez l'impôt dû, c'est 160 000. Au niveau des acomptes versés, c'est 500 000. Donc, puisque le montant des acomptes est supérieur à l'IS dû, donc on aura un excédent de paiement de 340 000 à imputer sur les acomptes des exercices suivants. Jusqu'au ici, on a terminé pour l'exercice N. Donc, on procède à la liquidation et la régularisation. Maintenant, pour l'exercice N plus 1. Donc, premièrement, avant la liquidation, on doit calculer les acomptes de N plus 1. Donc, pour les acomptes de N plus 1, on procède de la même manière. Donc, c'est pas juste tout simplement on va prendre l'impôt dû, mais de cette manière. L'exercice de référence, c'est N. L'IS, c'est 160 000. La CM, c'est déjà calculé 25 000. Donc, l'acompte, c'est l'IS sur 4, puisque c'est le plus élevé. 160 000 sur 4, c'est 40 000. Donc, au niveau du premier acompte, c'est 0. Tant qu'on a un excédent de paiement de 340 000 au niveau de l'exercice N, donc on va l'imputer ces 340 000. Donc le premier acompte n'a pas suffi parce qu'on a imputé juste 40 000. Donc le reliquat restant c'est 300 000. Pour le deuxième, la même chose. Donc 300 000, on va imputer les 40 000, ça donne 260 000. Le troisième et le quatrième acompte, la même chose. On n'a rien payé. Puisque le montant des 4 acomptes c'est 160 000, il n'a pas pu imputer l'excédent de paiement de l'exercice N de 340 000. Donc la liquidation de N plus 1, vous avez un résultat fiscal net de 1 400 000, donc l'IS c'est 1 400 000 fois 31%, moins 140 000, ça donne 294 000. La CM c'est 8 500 000 fois 0,5%, ça donne 42 500. Donc l'IS il est supérieur à la CM, l'impôt dû c'est 294 000. Au niveau de la régularisation, donc l'IS dû 294 000 et les acomptes c'est 160 000. On va considérer que le montant il est payé au niveau des acomptes. Donc puisqu'il a payé ici 0, c'est juste pour la récupération du montant de l'excédent de l'exercice N. Donc les acomptes sont 60 000, donc il y a un complément de paiement de 134 000. Est-ce qu'elle va le payer? Donc au niveau de cette entreprise, elle a encore une créance envers l'État de 180 000. Donc puisque au niveau de l'exercice 1 plus 1, elle doit payer ce complément,
Donc tout d'abord, il doit imputer ce qu'il a comme créance envers l'administration fiscale. Donc ce complément va servir à imputer le reliquat restant de 180 000. Et encore ce complément, il n'est pas suffisant pour ce reliquat, à hauteur de 134 000. Donc le reliquat restant au niveau de la régularisation de N plus 1, elle reste 46 000. Donc ce 46 000, elles vont être imputés au niveau des acomptes de N plus 2. Donc pour l'exercice N plus 2, on va calculer juste les acomptes. Vous avez l'exercice de référence N plus 1, l'IS c'est 294 000, l'ACM c'est 42 500. Donc l'acompte c'est l'IS sur 4, c'est 294 000 sur 4, c'est 73 500. Donc le premier acompte, donc encore il reste un reliquat qui est restant dû de l'exercice N, donc il va l'imputer au premier acompte parce que le premier acompte il peut absorber les 46 000. Donc il va payer juste 27 500, donc à verser au plus tard le 31,3 N plus 2. Le deuxième, le troisième acompte ou le quatrième acompte, il va payer 73 500 parce qu'il n'a pas encore de créance envers l'administration fiscale. Pour ne pas avoir ce type de problème, ça veut dire que l'excédent de versement au niveau des acomptes par rapport à l'impôt dû de l'exercice N, elle l'a récupéré jusqu'au le premier acompte de N plus 2. L'administration fiscale, elle donne le droit aux entreprises de ne pas payer certains acomptes, soit le deuxième, troisième, quatrième, soit le troisième et quatrième, soit juste le quatrième. Bien sûr, ici, s'il voit que son activité elle a baissé par rapport à l'exercice précédent, donc il peut faire une demande au niveau de l'administration fiscale de renoncer au paiement des acomptes pour ne pas avoir le problème de l'excédent de paiement. Donc, c'est ce que je vais voir au niveau de l'exemple précédent, mais je vais prendre pour N le résultat fiscal 950 000, la base de la SAM 5 millions, les acomptes 500 000. Mais l'entreprise a renoncé au paiement de troisième et quatrième acompte en justifiant que sa situation a baissé par rapport à l'exercice N plus 1. Procéder à la liquidation et la régularisation de N. Donc les données seront comme suit. Au niveau de la liquidation, elle va rester comme elle est. Donc l'IS c'est 160 000, l'ACM c'est 25 000, donc l'impôt dû c'est 160 000. Mais au niveau de la régularisation, vous aurez l'impôt dû c'est 160 000 et les acomptes, elle a versé deux acomptes, le premier et le deuxième. Puisque ici les acomptes c'est 500 000 sur 4, ça donne 125 000. Donc elle a payé juste le premier et le deuxième, c'est 125 000 fois 2, ça donne 250 000. Donc il aura un excédent de paiement de 90 000 à imputer sur les acomptes des exercices suivants. Si vous voyez l'exemple précédent, donc vous avez un excédent de 340 000. Donc ici, avec ce cas, elle a juste un excédent de 90 000. Donc au niveau des acomptes de N plus 1, elle peut l'imputer en totalité parce que les acomptes au niveau de N plus 1, ce sera 160 000. Donc il ne va pas payer le premier acompte, ni le deuxième acompte, mais le troisième acompte, il va payer 30 000 et le quatrième, il va payer 40 000. Comme ça, donc il n'aura pas de problème au niveau de la trésorerie en comparaison avec l'exemple précédent qu'on a déjà vu. Le dernier exemple que je vais prendre ici pour avoir une chose, c'est que la situation d'entreprise, donc vous avez le résultat fiscal, la base de la SEM, les acomptes versés. Au niveau des produits financiers, il y a des intérêts bruts reçus d'un montant de 100 000. Donc c'est pour ça que lorsque vous avez une retenue à la source, vous devez faire attention au niveau de le calcul d'acompte. Donc vous avez les intérêts, ils ont subi une retenue à la source de 20%, donc vous avez 20 000, et l'IS 850 000 fois 20% moins 30 640 000, l'ACM c'est 134 000, et on a vu que l'IS moins la retenue à la source c'est 120 000, donc ça donne un impôt dû qui est de 134 000. Par rapport à la régularisation, vous avez l'impôt dû c'est 134 000 et vous avez les acomptes c'est 80 000 et on a un complément de paiement 54 000 à verser au plus tard le 31,3 N plus 1. Mais le problème ici, c'est que au niveau des acomptes de l'exercice N plus 1, pour les acomptes de N plus 1, donc comment on va procéder? Donc c'est pas comme on a déjà vu, on va prendre l'impôt dû, c'est juste pour simplifier. Mais dorénavant, au niveau des acomptes N plus 2, on va procéder de la manière suivante. On prend l'exercice de référence, c'est N, c'est l'exercice précédent. Au niveau de l'exercice de référence, on va prendre le résultat fiscal net et la base de la SAM. Et sur la base de ces deux éléments, on va calculer l'IS, c'est 850 000 fois 20% moins 30 000, ça donne 140 000. L'ACM,
c'est 26 800 000 fois 0,5, c'est 134 000. Et bien sûr, l'acompte, le calculer sur le montant le plus élevé. Donc ici, l'acompte sera calculé sur la base de l'IS, c'est 140 000 sur 4, ça donne 35 000. Vous voyez ici, j'ai pas pris l'impôt de l'année de l'exercice N parce que cet impôt il était influencé par la retenue à la source. Et lorsque vous avez une retenue à la source au niveau d'un exercice, donc au niveau de l'acompte de N plus 1, vous devez prendre l'IS calculé sur la base du résultat fiscal net. Par la régularisation et le calcul des acomptes des exercices suivants, on vient d'achever le cours de l'impôt sur les sociétés. Il reste encore une capsule où je vais prendre une capsule traitant les exonérations au niveau de l'IS et l'imposition au taux réduit. Comme ça, c'est arrive à sa fin. J'espère que l'explication était utile et pertinente pour vous. À bientôt. Fi ri'ayatillah.